Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Sailors, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Sailors, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, un studio de production de contenu, une conférence annuelle sur la voile de compétition Sailors Connect, ainsi qu'un festival du film, le Sailors Film Festival, que vous pouvez retrouver sur sailors.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 242e épisode de Pause Report, le podcast de Sailors qui, toutes les 2 semaines, décrypte, analyse et décortique l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 24 février, il est exactement 8h30 en France, 18h30 je crois à Sydney en Australie, où se trouve notre invité du jour, Quentin Delapierre, skipper de DS Automobile SailGP Team France, autrement dit l'équipe de France de SailGP. Salut Quentin. Ouais, bonjour à tous, bonjour Axel. Quentin, avant d'échanger un rapide rappel de l'actualité de DS Automobile SailGP Team France, d'abord pour dire que l'équipe a connu quelques modifications à l'intersaison, puisque Philippe Presti, qui travaillait l'an dernier pour les Italiens, est arrivé en tant que team manager, et que l'équipe navigante a également changé avec le retour de Lee McMillan, qui a remplacé Kevin Péponnet au réglage du vol, et l'arrivée de Bruno Mourniac au poste de grinder et régleur de la voile d'avant. La saison 2026 a bien débuté pour l'équipe avec une finale et une 3e place en janvier à Perth. Vous avez enchaîné il y a 10 jours à Auckland avec là encore de bons débuts puisque vous étiez premier au classement provisoire lorsque vous avez été victime d'une violente collision provoquée par une sortie de route du F50 néo-zélandais, ce qui a occasionné 2 blessés. On va en reparler et vous a empêché de poursuivre ce Grand Prix dont vous avez terminé 4e. Les dégâts sur votre bateau, ne vous permettront pas de vous aligner le week-end prochain à Sydney pour le 3e rendez-vous de la saison. Et vous serez donc de retour pour le 4e, les 11 et 12 avril à Rio. Quentin, on va commencer par une petite carte postale. Il a fait très mauvais tout l'hiver. Tu as été un peu en Bretagne toi aussi cet hiver. Il a fait très mauvais tout l'hiver. Il a beaucoup plu. Quelle est la carte postale que tu peux nous faire de Sydney ou c'est encore l'été? On se plaint pas. C'est sûr que l'hémisphère sud, c'est là en plus c'est évidemment l'été en hémisphère sud, donc on a eu des conditions assez géniales. Et puis oui, on a suivi l'hiver depuis le mois de janvier en Bretagne qui est très compliqué, donc on est plutôt chanceux. Bon, on va commencer peut-être par revenir sur le Grand Prix d'Auckland et cette spectaculaire collision dont on a tous vu les images. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte, comment ça s'est passé? C'est sur un départ de manche, c'est bien ça? Oui, en fait, le Grand Prix d'Auckland, c'est un Grand Prix très attendu. Il y a énormément de ferveur et du coup, un peu comme d'habitude sur SailGP, on navigue sur des parcours assez étroits. Puis à Auckland, en plus de ça, on est juste derrière le pont, donc il y a pas mal de courant. Donc on était vraiment tous sur le qui-vive pour parce qu'on savait que ça pouvait être un Grand Prix très engagé. En plus de ça, il y avait des conditions soutenues sans être très très fortes. Et effectivement, le départ de la 3e manche, on était on va dire dans le bon wagon, mais peut-être un peu plus dans le mix que à la première et à la 2e manche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était engagé avec les Kiwis au départ, donc sous une règle 11, on était bateau sous le vent, il devait se maintenir à l'écart. Et il y a une risée qui est arrivée par le dessus de la flotte. Ouais. Plutôt au vent, que nous on a moins touché que les Néo-Zélandais, et du coup ils ont réussi à se désengager. Et ce qu'on essaye tous de faire juste après le gun, c'est essayer de faire voler le bateau assez haut pour réduire la traînée des foils, des appendices, et faire en sorte qu'on puisse accélérer plus vite que les autres. Et là, malheureusement, le bateau néo-zélandais a perdu le contrôle en volant un peu trop haut. Du coup, le leeway, donc la dérive du bateau, a augmenté de manière drastique. Elle est passée de quelques degrés à une vingtaine. Et ils ont perdu le bateau assez violemment lorsque le foil a raccroché.
Et là, le bateau Kiwi il a tourné de 90 degrés en moins d'une seconde. Et malheureusement, nous, on était en route libre derrière, en essayant déjà de s'écarter parce que j'avais vu que la situation était pas vraiment sous contrôle. Donc, j'avais croisé leur wake et essayé de m'écarter de leur trajectoire. Parce qu'en plus, il faut Ouais. savoir que quand on est dans le wake derrière, avec l'écume, on voit pas très bien. Enfin, c'est vraiment pas confortable. Donc, on s'était décalé du sillage et Manon avait un œil sur les kiwis, puisqu'elle était sous le vent. Et à un moment donné, elle m'a demandé de l'offer en grand. Malheureusement, ça s'est passé en moins d'une seconde, quoi. On était Ouais, déjà sur ouais. le bateau que j'étais en train de l'offer, quoi. Comment, c'est quoi le choc sur le bateau? Vous étiez quoi? Vous étiez à quelle vitesse à ce moment-là? Et j'imagine l'arrêt Buffet, il est très très violent. Ouais, ouais, on est proche des 90 km/h. Les kiwis étaient encore un peu plus rapides. Ouais, Que, enfin, moi, quand je vois le bateau kiwi s'arrêter, je sais que je vais pas pouvoir l'éviter. ouais. Donc, je fais tout ce que je peux, mais il est trop proche, quoi. Et donc, je l'offre un peu quand je vois que ça va taper. Ouais, je suis pas très très serein. Je sais que ça va être hyper violent. Ouais, Euh, Par rapport à Sassnitz, là, ouais. j'avais les mains sur la barre, donc j'ai pu me tenir. Je me suis pas fait éjecter. Par contre, c'est Manon qui s'est fait éjecter parce que souvent elle a pas pu vraiment se tenir et par contre, elle a bien baissé la tête, elle est restée dans le cockpit, mais elle a traversé la barre, quoi. Mais c'est vrai que juste avant que ça tape, c'est très, très angoissant parce que, enfin, évidemment, on l'avait jamais vécu et bon, on sait très bien que carbone sur carbone, ça Ouais. encaisse pas très bien, quoi, et que ça va taper très fort. C'était plus violent que ce que vous aviez connu à Sassnitz en août dernier? Bon, j'aime pas trop Oui, comparer ouais. ces Ouais, ouais. situations-là, mais oui, oui, c'était très très violent. On a été tous très secoués. Ouais, ouais. Des décrochages comme celui qui est arrivé au bateau Kiwi en vol, ça arrive souvent? Vous avez déjà connu ce genre de décrochage? Oui, oui, ça peut arriver. Là, comme à chaque fois dans ces cas particuliers où il y a des gros contacts, où, où c'est des situations qui finissent pas très bien, ben, il y a un enchaînement d'événements qui fait que ça se finit très mal. Ouais, Et là, le problème, c'est que ils ont pas réussi à redescendre le bateau comme ils l'auraient souhaité. Et en plus de ça, pile à ce moment-là, ils se sont fait toucher par la risée. ouais, Et le bateau, il s'est mis à accélérer, donc plus de flow sur le foil. Enfin, c'était vraiment un mauvais enchaînement. Et mais on sait tous, enfin les flight controllers savent très bien que dès qu'il y a du vent, c'est des choses qui peuvent arriver et ils essayent de travailler au mieux avec la ligue pour faire en sorte que qu'on arrive à avoir un peu plus de contrôle. Malgré tout, là, je crois que ça a été vraiment une combinaison de facteurs qui fait que s'est terminé comme ça. Ça devrait pas se terminer comme ça. ouais. À l'arrivée, il y a donc eu des dégâts matériels, mais ça c'est presque justement matériel, mais des dégâts humains aussi avec les blessures de Manon Audinet et de Louis Sinclair du côté Kiwi. Tu peux nous donner de leurs nouvelles? Ouais, ouais, les deux sont sortis de l'hôpital, ils vont bien. Ouais, Manon est sorti la semaine dernière, Louis est sorti 3 jours après. Euh, Ils ont, je crois, tous les deux vécu évidemment un gros choc, donc il va falloir peut-être un peu de temps pour digérer. Louis, j'en ai été le visiter avec Philippe Presti à l'hôpital. Euh, il avait l'air, je dirais, raisonnablement en forme. Je pensais que qu'il pouvait être beaucoup plus impacté, en tout cas mentalement. Et a priori, il était, enfin, je veux dire, il allait plutôt bien et il était plutôt
reconnaissant que ça se finisse comme ça, parce qu'à un moment Ouais. donné, je pense qu'il a eu assez peur. Et puis pour Manon, je connais Manon depuis longtemps, c'est une athlète très 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 solide mentalement. Et en fait, c'était un peu des checks, je dirais pas de routine parce elle a été vraiment secouée, Ouais. mais elle était tout de suite focalisée sur la suite de la saison, comment on allait faire, etc. Donc voilà, je pense que ça va aussi être bien pour Manon de laisser reposer la chose, de regarder devant, peut-être pas trop y repenser, mais en tout cas, elle va bien et c'est essentiel. Louis, il a eu une jambe cassée, hein, c'est ça? Ouais, Louis a eu une jambe cassée et puis des problèmes à l'autre jambe. Donc Ouais. voilà, je veux pas m'étaler Ouais, sur le ouais. sujet, je suis Ouais, pas la bonne personne, mais ouais, bien mais sûr. ouais, ça a été un gros accident pour lui. Ouais, ouais. Il y a eu donc aussi des dégâts matériels sur le bateau. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Euh, ouais, le problème qu'il y a eu, c'est que notre foil a, a impacté la coque des kiwis et du coup la structure des kiwis un peu comment dire, a un peu implosé quoi. Ouais. Elle s'est elle s'est cassée un peu dans tous les sens, donc c'était pour le bateau kiwi assez destructeur, voire totalement destructeur. Et pour nous, le gros problème, c'est toute la partie bâbord. Mmh. Notre coque, a priori, elle sera pas réutilisable. Et puis notre foil, il a eu un énorme impact, évidemment. Voilà, comme tu le sais, c'est des bateaux qui sont sous contrat de charter, donc Ouais. on gère pas la reconstruction ou la gestion en chantier de ces bateaux-là. Donc on est à l'écoute de CLGP, on leur apporte notre soutien et notre confiance, mais enfin voilà, je peux pas te dire quand est-ce qu'on Ouais. retrouvera le bateau, dans quel état. Enfin, Ouais, c'est ouais. pas sous notre C'est eux contrôle. qui gèrent toute la réparation, parce que là, il faut quasiment refaire un flotteur? Écoute, je crois qu'il y a pas mal de photos qui sont sorties. Il y a eu, on va dire, un, un patchwork en bonne intelligence entre notre bateau et le bateau Kiwi. Ouais. La Ligue a publié les photos de ce travail-là. Après, sur la suite, c'est encore en train d'être mis en place et d'être investigué parce que c'est des bateaux complexes en nid d'abeille aluminium. On sait très bien que l'aluminium n'aime pas du tout être exposé à l'eau. Donc voilà, il y a tout un tas de checks à faire pour s'assurer que la structure peut repartir à long terme. Ouais, ouais, bien sûr. Vous faites quand même une discipline à risque, hein, c'est des bateaux qui vont vite. Vous êtes, on voit bien sur les lignes de départ comme sur celui à Auckland que vous êtes très proches, les uns des autres. Comment faire en sorte de réduire au maximum le risque? J'imagine que c'est un sujet, qui est récurrent, au sein de la ligue et entre les équipes. Co est-ce qu'il y a des solutions pour peut-être éviter ce genre d'accident? Parce qui peuvent créer des dommages quand même, corporels, hein, importants. Ouais, oui, évidemment. Et c'est une très bonne question et on me la pose souvent en ce moment. Ouais, Euh, Moi, je veux être très clair là-dessus, c'est que c'est le championnat le plus professionnel que j'ai connu dans ma carrière. C'est d'ailleurs pour ça que Manon et Louis ont été pris en charge de cette manière-là et aussi rapidement. Faut quand même savoir que Manon et Louis, en l'espace de 30 minutes, ils étaient à l'hôpital. Donc ouais, ouais. tout était déjà en place. Ils ont une ligne directe pour aller à l'hôpital. Et puis on a été dès l'impact, la course a été stoppée. On s'est retrouvé avec les sauveteurs autour du bateau, les deux bateaux, les deux chase boats accompagnateurs étaient là aussi. Donc on avait nos équipes techniques à bord. Enfin franchement, je saurais même pas te dire quel temps j'ai eu entre l'impact et le premier Zodiac tellement ça a été rapide. Donc il faut pas, je pense, rendre la chose
plus dramatique qu'elle n'est, parce que la structure et les process autour de la sécurité sur CSGP, c'est déjà colossal et il y a eu un travail énorme de fourni durant 5 saisons entières. Donc, je crois qu'au contraire, faut presque féliciter tout ce qui a été mis en place et tout ce qui a été fait à Auckland pour déjà sauver les athlètes qui étaient blessés et puis ensuite sauver ce qui restait ou un maximum de ce qui restait des 2 bateaux. Le bateau Kiwi, à un moment donné, moi je me suis dit le bateau il va couler. Enfin il y avait plus rien qui tenait et voilà, ils ont fait en sorte que rien ne coule. On a tout ramené à terre. Enfin voilà, je crois que c'est important de mettre ça en lumière et de le dire. Après, que ces process-là doivent, évoluer et doivent progresser, c'est évident et c'est la même chose dans n'importe quel circuit ou sur n'importe quel bateau. On n'est jamais dans un monde parfait. J'ai eu beaucoup de questions autour du nombre de bateaux maintenant sur CSGP, du format de course. Est-ce qu'on doit faire des flottes séparées? Enfin, il y a énormément d'idées et c'est très bien. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça. Il y a, je dirais, à chaque idée ses inconvénients. Et donc, en ce moment, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de groupes de travail pour voir comment on fait. On a vu aussi que la Ligue a été capable de réagir dès le lendemain en proposant 2 groupes séparés, ce qu'ils appellent les split fleet, et ça a bien fonctionné puisqu'il n'y a pas eu de crash. Donc voilà, ça c'est mes premiers points et je dirais après ce qu'on est en train de vivre en fait c'est un sport qui est en complète mutation. Qui était un sport très lent, très tactique, très stratégique, où on avait très rarement de gros accidents, à part sur les bateaux où il y avait des grosses charges et il y avait une pièce qui pouvait casser. Enfin, là, ce qu'on est en train de faire, c'est régater en essayant de continuer à être tactiquement et stratégiquement à un très bon niveau, mais à des vitesses folles, quoi. Ouais, c'est dingue. Et quand on fait le parallèle avec la MotoGP ou peut-être pas la F1 parce que maintenant il y a moins de blessés en F1, quoique c'est arrivé il y a quelques saisons, mais en MotoGP un pilote il court pratiquement tous les jours blessé, quoi. Et nous on n'est pas du tout à ce stade-là parce que les vitesses sont encore gérables, que les athlètes sont plutôt bien protégés. Mais je pense qu'en tant qu'athlète, par contre, on a une démarche à faire, c'est savoir si on veut ou pas faire notre sport à ces vitesses-là, parce que on pourra pas tout aseptiser ou tout contrôler. Il y aura forcément des petits bobos dans les meilleurs cas, et puis je le souhaite absolument pas, mais par moment, il peut y avoir des contacts un peu plus prononcés, et il faut être prêt aussi parce qu'on doit les anticiper au maximum et essayer de naviguer en bon marin pour les éviter, quoi. Et je crois que cette prise de conscience, ça fait déjà quelques saisons qu'on l'a, mais les derniers crashs, faut reconnaître qu'ils ont été plus importants que les autres. Et du coup, on doit tous essayer de faire en sorte évidemment de faire mieux, mais aussi de s'habituer au fait qu'on est en train de petit à petit migrer vers un sport un peu plus engagé. Et toi, comment tu vis avec ça? Est-ce que ça te refroidit une collision comme ça ou tu te dis ça fait partie du jeu et tu remontes en vélo quasiment avec la même état d'esprit au prochain Grand Prix? Moi mentalement, j'ai pas de syndrome post-traumatique, en tout cas je pense pas. Et j'ai la chance d'avoir une équipe derrière moi avec Philippe Mourniac et Philippe Presti qui ont tout de suite demandé à une psychologue par nous d'intervenir auprès de l'équipe pour s'assurer qu'il n'y avait pas
de syndrome post-traumatique chez les marins ou chez les membres de l'équipe à terre. Donc ça, je pense que ça a été super bien géré. Et ensuite, non, moi j'ai envie de retourner sur l'eau. J'avoue que c'est des courses qui me motivent, qui me fascinent. Je prends énormément de plaisir à faire ça. Et la seule chose, c'est que j'ai toujours en tête d'essayer de maintenir mes coéquipiers dans un environnement entre guillemets safe et de faire en sorte que qu'il leur arrive rien. Faut reconnaître que de plus en plus il faut faire attention quand on est à la barre de ces bateaux-là parce que le niveau monte, que les espaces sont de plus en plus étroits, mais ça veut pas dire que c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Donc l'équipe ne naviguera malheureusement pas à Sydney le week-end prochain parce que le bateau, comme tu viens de l'expliquer, est en reconstruction. J'imagine que pour vous tous, il y a pas mal de frustration parce que le début de saison, comme je l'expliquais en préambule, se passait plutôt bien avec cette troisième place à Perth. Vous étiez leader au moment de cette collision. Comment avais-tu vécu d'un point de vue, maintenant on va parler de sport, ce début de saison? Bah très bien. Je crois que on a fait les choses méthodiquement à l'intersaison. Enfin, je t'avais eu à l'époque et j'ai vraiment à cœur de rappeler que on essaie juste de créer une structure, de suivre nos process et d'avancer petit à petit. Et quand on se sépare d'un athlète, ben c'est pour des raisons bien définies. Et que par contre, ce qu'on savait pas avant de débuter la saison, c'est bah, tu sais toujours ce que tu perds, tu sais jamais ce que tu vas avoir derrière ou ce que tu vas en gagner. Par contre, on avait de bonnes raisons de penser que les nouveaux arrivants allaient pouvoir amener euh, une plus-value à l'équipe. Et puis, bien sûr, en, en tête de liste, il y avait Philippe Presti qui a amené encore plus de structure à l'ambition déjà élevée qu'on avait. Et puis, à rappeler également qu'on n'était pas là pour courir pour le résultat, on était là pour aller sur l'eau, réaliser ce qu'on s'était dit en briefing, être solide sur nos process et que c'était notre seul juge de paix à la fin de la journée. Et probablement que si on faisait ça très bien, le résultat arriverait par la suite. Et il faut reconnaître qu'à Perth, dès les entraînements, il y a il y a un très bon feeling qui est ressorti parce on a passé très peu de temps en briefing, on a passé Ouais. très peu de temps en débriefing. On sentait sur l'eau que c'était tout de suite essai-erreur et tout de suite on réajustait et on était vraiment plutôt à l'aise. Plus la structure que les coachs ont mis en place entre Philippe Morniac, Philippe Presti, puis Lucas Delcourt. Moi, je me suis vraiment régalé sur ce début de saison. Je me sens aussi beaucoup plus léger parce que j'ai moins de choses à gérer et on sent que c'est une machine qui a été plutôt bien pensée et qui commence gentiment à se mettre en route. Et ça s'est un peu confirmé à Auckland parce qu'on, comme tu l'as dit, on a bien démarré, on n'avait pas eu de jour d'entraînement, donc c'est aussi des grands prix intéressants, sans jour d'entraînement, de voir si ce qu'on a mis en place c'est assez solide pour être performant dès la première seconde. Et bon, bah ça s'était confirmé à Auckland, donc ouais, pour conclure, c'est énormément de frustration. Euh, je crois que c'est ça qu'il faut gérer au mieux parce que dans l'équipe, il y a beaucoup de compétiteurs. Et si c'est des choses qui sont ressassées tout au long de la saison, on va avoir du mal à rebondir. Donc, on prend ça à bras le corps. On essaye de continuer à travailler comme on le faisait. Et puis, on se projette sur la suite. Ouais, ouais.
Tu parles de l'apport de Philippe. Alors, on rappelle que Philippe Presti a un passé de navigant et de coach assez impressionnant, hein. Il a travaillé notamment très longtemps avec Jimmy Spithill chez Oracle, puis l'année dernière sur l'équipe italienne de CLGP. Concrètement, qu'est-ce qui t'apporte sur le contenu des régates? Qu'est-ce que tu nous l'avais un petit peu expliqué. Vous étiez particulièrement performant sur les départs la saison dernière, hein. Vous avez souvent été en tête au départ des manches. Et qu'est-ce qui t'apporte, qu'est-ce qu'il a mis en place pour te permettre d'être plus performant sur les manches? Je dis Philippe, mais c'est aussi Philippe Mourniac qui est aussi et Ouais, Lucas je Delcourt, pense comme que tu le disais, hein. c'est, C'est un ensemble. enfin, je dirais que Philippe Presti, c'est un peu le booster de ce qu'on avait mis en place auparavant. Et puis c'est aussi, comment dire, un moyen de rajouter de la confiance sur Ouais, ce qui avait été mis en place avant qu'il arrive. Quand Philippe, quand on a exposé à Philippe, à Lee Macmillan, à Bruno Mourniac ce qu'on avait déjà en place, euh, ben ils ont beaucoup d'expérience, ils savent de quoi ils parlent et ils sont tout à fait capables de dire ça j'y crois pas ou ça au contraire ça me paraît super performant. Et donc enfin voilà, dès le lancement, on a un peu challengé tout ce qu'on faisait. ouais, Euh, on a, je pense, gardé à peu près tout. Et moi, Philippe Presti, c'est très simple. Déjà c'est un peu le même caractère que Philippe Mourniac. Et ce que j'aime bien, c'est s'ils ont quelque chose à me dire ou à réajuster sur mon poste de barreur ou de pilote, c'est toujours argumenté et très factuel. C'est ouais, pas, tu vois, c'est pas une idée très vague ou un concept. Et du coup, je peux me raccrocher assez facilement sur très clairement un moment d'une régate ou un moment de l'entraînement, parce que souvent ils me disent, tel timing, faudra que tu ailles checker, mais moi j'aimerais que ça se passe plutôt comme ci ou comme ça. Et ensuite, là où ils sont, je pense, très bons, c'est ils savent appuyer sur ce qui au contraire est très très fort. ouais. Quand on fait quelque chose de bien ou quand on est leader d'une flotte, ils arrivent à rajouter encore plus de confiance, à faire en sorte que ce soit très ancré. Et enfin, voilà, ce que j'aime, c'est le fait que on soit raccord sur les process et qu'on va sur l'eau pour naviguer avec cette philosophie. Et le Ouais. résultat découlera de ça. Absolument pas aller sur l'eau en disant on va gagner ou ça marche pas ça. Pas afficher les couleurs trop avant. Ouais. Oui, puis ça fait, enfin c'est quand tu vas sur l'eau comme ça, tu navigues pas très bien, c'est pas posé, c'est pas vraiment en maîtrise et c'est un régal de d'avoir ces deux personnes-là plus Lucas Delcourt qui sont convaincus de cette manière de fonctionner parce que du coup t'as l'impression qu'on va sur l'eau en étant une seule et même personne, mais que ce soit les navigants ou ces trois personnes qui sont dans le coach boost. Et ouais, un vrai sentiment de solidité qui se dégage. Ouais. Tu parlais justement du coach boost. On va expliquer ce que c'est. C'est donc la cellule de coaching à terre qui vous suit pendant les régates, qui a été instaurée l'année dernière, hein, si je me trompe pas, qui en l'occurrence pour vous est composée donc des deux Philippe Presti et Mourniac et de Lucas Delcourt qui s'occupe plus de la partie statistique et ingénieur, je crois, performance. Tu peux nous raconter comment ça fonctionne pendant la régate, parce que tout va tellement vite. Est-ce que vous avez beaucoup d'échanges ou est-ce que c'est réduit au strict minimum? Comment se passe une régate en relation avec cette cellule de coaching? C'est un outil extraordinaire, mais qui est nouveau euh, au sens large, c'est-à-dire on n'a jamais eu ça dans notre sport, donc on a essayé de l'apprivoiser au mieux, mais par contre on a été convaincu que c'est très très puissant parce que
que ce soit Lucas ou les deux Philippe, ils ont accès à absolument tout. Ils ont toutes les données, ils ont le vent sur les bouées, le parcours, l'application des umpires pour savoir si il va y avoir un croisement chaud ou pas. Enfin, et en plus de ça, la plupart du temps, ils ont la vision sur le plan d'eau. Par contre, si c'est pas bien organisé, ça peut vite être presque une distraction parce que Ouais. on a déjà beaucoup de choses dans les casques. Alors si en plus de ça, on n'est pas très processé sur qui parle à quel moment, ça peut être compliqué. Donc on a déjà mis ça tout à plat. Et puis on a séparé ça en 3 parties. Il y a Lucas Delcourt qui est vraiment sur le suivi de performance, donc il va nous réajuster si on peut gagner quelques pourcentages de VMG ici et là, ou si on peut faire mieux sur certaines manœuvres, mais aussi pouvoir nous dire si on est au contraire très fort sur la flotte, sur tel ou tel aspect. Et ça, c'est important sur CGV. Ça te permet d'arrêter de te poser des questions sur ce genre de choses et de continuer à faire ce que tu fais en y croyant encore plus. Et après les deux Philippe, il y a Philippe Morin qui est sur la stratégie. Ouais. Donc il va me parler énormément avant les manches. On va échanger beaucoup sur ce que je vois moi sur l'eau, sur ce que lui il voit à terre, et puis définir s'il y a un bord obligatoire, parce qu'il y a un effet de site, s'il y a plus ou moins de pression à droite ou à gauche, si on sent qu'il y a une bouée de la porte qui va être très avantagée et ça va être un must-do, ou si au contraire c'est un peu free et je peux essayer de déphaser la flotte un peu comme bon me semble parce que l'avantage des portes est assez neutre. Et après, il y a Philippe Presti qui va, on a des noms de code avec Philippe Presti pour définir mon type de départ. Ouais. Donc avant le départ, je vais en tester généralement 2, puisque j'ai déjà pas vraiment le temps d'en tester 3, et ensuite j'aime pas trop en tester 3 ou 4 parce que c'est assez facile de t'éparpiller et de pas vraiment savoir lequel tu veux choisir. Donc on en teste 2 et puis il va me donner un retour sur celui qu'il préfère. Moi, je vais donner un retour sur la faisabilité. Et puis après, juste avant le départ officiel, on va décider celui qu'on souhaite faire. Et puis là, mon rôle et le rôle des athlètes à bord, c'est d'essayer de le délivrer au mieux. Ouais. Et après, Philippe Presti va être vraiment sur le très court terme autour du bateau, quoi. S'il y a un engagement, s'il y a un croisement chaud, il va nous dire ça passe, ou au contraire, il faut ducker. Donc, ils ont chacun vraiment leur domaine et ils peuvent intervenir dans la course s'il y a un truc vraiment important à dire. Par exemple, si je m'éternise à gauche, Philippe Mourniac il peut me demander en appelant mon prénom, il peut me dire Quentin, attention à la droite. Comme ça, il me réajuste mon focus. De la même manière, Lucas Delcourt, s'il trouve que Lee Macmillan, il a pas assez de twist, il va lui dire twist target 25, et Lee, il sait qu'il est à 18 ou 19. D'accord, ouais. Ouais. Hmm. Ouais, c'est intéressant, ouais, ouais. Un petit mot sur toi. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que tu es le skipper de cette équipe de France de CLGP. Je me souviens de tes premiers pas en circuit. Tu étais presque au milieu de tes idoles de jeunesse, hein. Tu l'avais pas mal expliqué, notamment Ben Linsley. Aujourd'hui, est-ce que quand tu regardes ton évolution depuis un peu plus de 4 ans, quel regard tu portes et aujourd'hui, tu as l'impression d'être un égal de tes idoles d'époque? Je suis certainement pas un égal puisque bon, on quantifie ça au palmarès, et tant que Oui, ouais, j'aurais pas gagné cette ligue, je me considérerais pas comme étant à leur égal. Mais par contre, je suis très fier de ce qu'on fait depuis un certain nombre de saisons maintenant. On évolue et on évolue dans le bon sens. Je suis absolument convaincu depuis 3 ans qu'on peut la gagner.
Et sans faire de fausses promotions, je suis encore plus convaincu cette année. Je pense qu'on a modifié certaines choses, on a fait un recrutement aussi, et il y a une vraie solidité qui se dégage de l'équipe. Je te dis, moi j'ai quelques marqueurs, mais c'est quand quand tu passes pas beaucoup de temps en brief ou en débriefing, c'est souvent très très bon signe. Quand tu sens que le bateau n'est pas forcément bien équilibré et qu'il faut juste une seule loupe de com pour régler le problème, c'est souvent très bon signe. Donc voilà, je dirais un petit peu de réussite, continuer à croire encore plus à ce qu'on fait, et puis ça va passer. Vous ne serez donc pas à Sydney ce week-end. Est-ce que vous savez, vous avez eu des nouvelles de CLGP pour savoir de quelle compensation vous allez bénéficier au classement? Vous savez quel classement vous aurez sur ce Grand Prix? Ouais, on sait, enfin exactement quel classement on aura maintenant. Ça n'a pas été annoncé par CLGP. D'accord. Je laisserai annoncer. Ok, bon, on aura la réponse d'ici C'est la une fin de la règle en semaine. fait. Ouais, Ouais. d'accord, ok. Prochain rendez-vous, donc, si tout va bien, à Rio, dans donc les 11 et 12 avril, dans un mois et demi. Est-ce que ça veut dire que pendant tout ce temps, il y a pas de nav? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour l'équipe, jusqu'à Rio, si vous pouvez reprendre la compétition à Rio? Très bonne question. Non, très bon piège dans lequel je ne tomberai pas. Non, mais écoute, Vous enfin, n'allez pas c'est des rester manières, inactif, quoi. de s'entraider assez différentes. On passe beaucoup de temps en visio ou par message ou par mail. Euh, on a en fait tout un travail de schéma, notamment avec les deux Philippe, que ce soit tactique, stratégique ou de départ. Lucas Delcourt, il a tout un travail de base sur euh, updater notre carnet de jeu, notre carnet de potending. Et puis il y a des allers-retours qui se font principalement avec Bruno Mourniac, Jason Sanders et Lee McMillan, pour être sûr, encore une fois, que dès qu'on a une seconde de nav avec le bateau, on puisse être sharp et être à l'avant de la flotte. Ouais, ouais. Tu parlais des progrès de l'équipe de France de CLGP depuis quelques années. C'est aussi, cette équipe a aussi progressé dans son management, dans son organisation, hein. Elle a pris une toute autre ampleur avec des investisseurs de renom, hein. Ben, il y a bien évidemment Kylian Mbappé, Youri Djorkaeff et son fils il y a pas longtemps, DS qui arrive comme sponsor titre. Est-ce que comment tu regardes cette évolution? On a l'impression que ça y est, maintenant l'équipe de France est complètement autonome financièrement. Il y a eu un gros gap ces dernières depuis un an, ces derniers mois. Oui, complètement. Et t'as raison de le mentionner. Il y a l'équipe progresse sportivement. On fait en sorte que de toujours avancer et de toujours progresser sur nos process, etc. Mais effectivement, on est passé d'une équipe qui était sur la sellette financièrement à une équipe qui est complètement financée, que ce soit via les investisseurs ou via les sponsors. Et cette année, avec un partenaire titre comme DS Automobile, c'est un énorme coup pour l'équipe, parce que ça nous permet d'être complètement indépendants et de continuer à avancer et à construire ce qu'on avait déjà fait avec Accor, L'Oréal et Letton. Plus, tu les as mentionné, les investisseurs Kylian Mbappé et Djorkaeff. Donc, non, je dirais que tous les feux sont au vert et il n'y a pas grand-chose à réajuster. Il faut juste y croire et continuer à travailler dur.
Tu as l'impression que, même je pense que tu as la réponse, mais ce circuit CLGP qui peut-être, suscitait des interrogations encore il y a 3-4 ans, tu as l'impression que le pari, de Larry Ellison et Russell Coutts, qui ont lancé, cette ligue en 2019, hein, si je me trompe pas, est en passe d'être réussi quand tu vois, ce qui est mis en place aujourd'hui, la forme du circuit, tous les investisseurs, tous les partenaires, et toutes les têtes d'affiche de ce circuit que le pari est maintenant réussi? Enfin, moi, je peux pas te dire parce que je pense il sera réussi s'il est financièrement viable. Ouais, bon. Par contre, la seule chose que je peux dire, c'est que sportivement, c'est exceptionnel. Il y Mmh. a, honnêtement, on se pince tous les jours, hein. C'est des grands prix à très très haute intensité avec un niveau de flotte très très élevé. Quand on voit que le bateau américain commence à gagner des manches, enfin, c'est vraiment à quelques millimètres à chaque manche. Il faut s'arracher et c'est super intense et stimulant. Et en plus de ça, on navigue dans des endroits, c'est incroyable. Moi, je suis très frustré de ce qui s'est passé à Auckland parce qu'on va pas pouvoir continuer à naviguer et à faire en sorte bah de garder notre place au classement, mais aussi parce que Sydney, c'est un grand prix exceptionnel. Naviguer Ouais. devant l'opéra, autour de Shark Island, c'est juste incroyable. Donc, oui, de ce point de vue-là, je pense que c'est réussi. De point de vue de la fan base, c'est également réussi. On voit qu'on remplit des gradins de 10 à 15 000 places maintenant. Je pense qu'il y a 5 ans, il y a personne qui pensait que la voile puisse réunir autant de personnes sur un stade. Un petit mot maintenant, on va finir là-dessus sur la coupe de l'América. On a eu une grande conférence de presse à Naples, en janvier, pendant laquelle a été, annoncé officialiser le partnership qui réunit donc, dans une même gouvernance les 5 défis pour l'instant inscrits sur la 38e coupe de l'América. Donc vous êtes de la partie avec 4 challenges, c'est à peu près, la même équipe de management et la même équipe, sportive. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui t'occupe, beaucoup? Vous en êtes où, concrètement d'un point de vue sportif dans ce projet? Oui, oui, bah évidemment, on est tous impliqués sur l'idée d'enchaîner une deuxième America's Cup, une deuxième campagne. Je pense que Stéphane et Bruno sont convaincus qu'on va pouvoir relancer une prochaine campagne. Et puis notre recrutement a montré qu'on pouvait euh, faire en sorte de réunir une grosse équipe de France. Maintenant, rien n'est annoncé par nous. Ouais. Et j'espère qu'on pourra aller au bout et qu'on pourra annoncer les choses prochainement. Mais c'est évidemment un rêve pour moi, c'est un rêve pour toute l'équipe. Et on fait aussi euh, tout ça pour essayer d'enchaîner plusieurs campagnes et un jour ramener une Coupe de l'Amérique en France, ce serait fabuleux. Est-ce que vous allez bientôt naviguer en AC40? Est-ce que là, on avait vu quelques images en fin d'année de l'AC40 qui naviguait à Lorient. Est-ce qu'il va bientôt ressortir? Quel est un peu le programme au niveau de navigation? Écoute, c'est tout ce que j'espère. C'est un bateau fabuleux et si on peut renaviguer à Lorient, ce sera évidemment un très bon signe et ça voudra dire qu'on relance les choses pour la prochaine Coupe de l'Amérique à Naples. Bon, tu peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, quoi. T'as compris. Bon, et ben Quentin, on va tester. On entend un petit bébé derrière toi. J'imagine que tu vas, Je suis désolé. va falloir que tu t'en occupes. On te remercie beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé du temps depuis Sydney. On te souhaite de bien profiter du spectacle, vu que tu seras pas, toi, à la tête de ton F50 le week-end prochain pour ce troisième Grand Prix de la saison. Et on espère bien vous retrouver à Rio en avril. Merci beaucoup, Quentin. Et quant à Merci à nous, toi. on se retrouve dans 2 semaines pour le 243e épisode de Pause Report. Allez, bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager.
Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter Sailors, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, c'est gratuit et ça se passe sur sailors.com. À bientôt.